Je m'appelle Ayayi Togwata Pedouama, enseignant-chercheur à la retraite. Je suis défenseur des droits de l'homme, ancien secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme, écrivain, surtout dramaturge, mais je fais la nouvelle, le roman aussi. Je suis dans l'écriture temps plein. Voilà en résumé ce que je suis. Bon, c'est à cause de ma carrière de critique littéraire, en quelque sorte. Ce qui fait que le regard que j'ai posé sur moi-même a été, disons, assez sévère. Ce qui fait que j'ai estimé que je n'étais pas prêt, tout en étant prêt, à rendre mes ouvrages de fiction publics. Parce qu'on a toujours le scrupule, est-ce que c'est bon, est-ce que ça peut passer, est-ce que... Mais finalement, il a fallu un jour franchir le Rubicon et avec les éditions Aoudi. C'était la première occasion pour moi de faire éditer une pièce de théâtre. Donc c'est justement ce regard critique qui a fait que j'ai été assez sévère avec moi-même parce que je voulais produire de la qualité. Je ne voulais pas produire n'importe quoi par rapport à ce que je critiquais moi-même et par rapport aux écrivains que j'admirais, qui avaient de la qualité à mes yeux. Je voulais faire au moins quelque chose d'équivalent. Oui, bon, en écrivant, moi, mon problème, ayant toujours été un très grand lecteur, je me suis dit, bon, par rapport à tout ce que j'ai admiré, les auteurs, les œuvres que j'ai admirées, je me suis dit, si moi je dois devenir écrivain, il faut que j'ai mon originalité esthétique. Je ne dois pas copier les autres, faire comme les autres. Il faut que j'ajoute quelque chose par rapport à ce qui existe déjà. Donc, mon projet esthétique, c'est d'apporter une esthétique qu'on puisse qualifier d'Apedouama. Et c'est comme ça que moi, je suis entré dans l'écriture et dans chaque genre que j'aborde, j'essaie de mettre quelque chose de moi-même au niveau du style, au niveau du fond, du contenu, etc. Donc, j'essaie d'avoir une identité littéraire. Et c'est ça souvent le plus dur parce que quand vous lisez certains auteurs, on n'a pas l'impression qu'ils ont une identité littéraire. Or, c'est quelque chose de très important chez moi, avoir une identité esthétique et donc littéraire. Bon, je prendrai le dernier né, Nos sacrilèges de la 13e lune, une pièce de théâtre qui se passe dans un milieu culturel, traditionnel, et par rapport à la trame du récit, je mets en avant les traditions, mais en même temps l'exigence de liberté à travers le personnage principal qui est Ayoko, une jeune femme qui n'est pas mariée mais auquel on a imposé par chantage un mariage forcé, et je pose le problème de l'individu face au groupe, l'influence du groupe sur l'individu. Est-ce qu'il y a une incompatibilité entre le groupe et l'individu? Or, par rapport à l'époque, par rapport au temps qui change, je pense que l'individu doit avoir davantage de liberté par rapport au groupe. L'individu ne doit pas être sacrifié, mais l'individu non plus ne doit pas sacrifier les intérêts du groupe à son égoïsme. Donc il faut toujours un juste équilibre, et c'est par rapport à ça que j'ai écrit cet ouvrage qui est un hymne à la liberté, et ce n'est pas par hasard que le personnage principal, l'héroïne, est une femme. Parce que la femme est doublement victime de ce déni de liberté
dans nos sociétés tout court, hein, traditionnelles comme modernes. C'est pour ça que j'ai pris les traditions, la religion, les coutumes. Ce sont tous ces aspects qui, disons, enracinent l'individu dans un milieu. Mais en même temps, cet enracinement doit concourir à l'épanouissement de l'individu et du groupe, et surtout de l'individu dans la mesure où sa liberté ne doit pas être piétinée au nom d'une tradition qui date d'une autre époque. C'est-à-dire que nos traditions aussi doivent être remises au goût du jour, et elles doivent évoluer parce que nos sociétés évoluent, donc on ne peut plus appliquer une tradition, une mode d'il y a 2000 ans, hein, comme on peut le voir ailleurs, etc. Ça n'a aucun sens parce que c'est un état de la société qui a généré les pratiques. Donc quand la société évolue, les pratiques aussi doivent évoluer. Voilà un peu ce que je peux dire de cette pièce où j'ai mis de la poésie aussi, parce que pour insister sur le côté pathétique, le côté tragique de la chose. Mais elle n'a pas refusé tous les sacrifices. Elle s'est sacrifiée pour sa mère. Accusée faussement de sorcellerie, et la sorcellerie vaut lapidation, vaut exécution, vaut bannissement. Mais cette fausse accusation, elle a dit que c'était elle la sorcière. Et tout le monde savait qu'elle mentait, mais pour sauver sa mère, parce que les co-épouses de sa mère étant devenues complètement fauchées à la mort de leur mari qui a fait de mauvaises affaires, donc elles accusent leur co-épouse de sorcellerie parce que c'est sa fille qui a refusé un mariage forcé. Et là encore une fois, bon, vous voyez, ce sont des intérêts sordides qui poussent les gens à appliquer une tradition parce que c'est pour leur poche, mais la personne que vous obligez, est-ce qu'on a pensé à son bonheur à elle? Voilà le problème. Donc, c'est ça que je dis, le groupe ne doit pas sacrifier l'individu. Il faut que l'individu aussi ait son compte, tout comme le groupe. Et l'individu ne doit pas être égoïste aussi vis-à-vis du groupe. C'est-à-dire, il y a un juste milieu à trouver. Et c'est ça le problème que nous vivons aujourd'hui en société. Hein. Que devient l'individu par rapport au groupe? Ouais. Quand on parle des droits de l'homme aujourd'hui, c'est parce qu'on a mis en avant l'individu au lieu du groupe. Parce que le groupe en tant que tel, bon, il est fort. C'est l'individu qui est faible, qui a besoin d'être protégé. Oui, c'est-à-dire que c'est le problème qui se passe tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des groupes, des coalitions qui gouvernent à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau économique, au niveau spirituel, etc., etc. Donc, tous ces groupes d'intérêts manipulent les individus au nom de leurs intérêts, au nom de leurs avantages. L'individu n'a plus sa place en tant que tel. Si on doit le sacrifier, on le sacrifie. Si on doit tuer 1000 personnes pour prendre le pouvoir, on n'hésite pas. Si on doit sacrifier et empoisonner 10 000 personnes pour vendre tel ou tel produit, on n'hésite pas à le faire. Donc, par rapport à ces choses-là, je rappelle le devoir d'humanité que les uns et les autres doivent avoir les uns envers les autres. Parce que sacrifier l'individu, parce que ça va te rapporter de l'argent, ou ça va te rapporter, t'apporter un pouvoir politique usurpé, etc., ce n'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que l'humanité ne peut grandir qu'en se protégeant elle-même. Si l'humanité s'autodétruit, ben nous irons à notre perte parce que toutes ces injustices, à la longue, suscitent des révoltes. Et la révolte du personnage Jacob est très illustrative par rapport à cette situation-là. Oui, ça dépend de quel côté ça vient. Si ça vient de ceux qui détiennent le pouvoir spirituel ou économique, etc., là, c'est aussi un sacrilège par rapport attentatoire aux libertés publiques, aux libertés individuelles. Mais lorsque ça vient de l'individu,
ça s'attaque à l'institution. La religion ou le pouvoir politique ou le pouvoir économique. Parce qu'on retrouve les trois là. Le père, homme d'affaires richissime, qui a fait faillite et qui veut donner sa fille à un autre homme d'affaires richissime pour sauver son affaire et qui a un pied dans le pouvoir. Donc, et puis, associé au grand prêtre vaudou, qui est aussi un escroc, ben voilà, donc tout se retrouve à ce niveau-là. C'est-à-dire les forces qui gouvernent la société, hein, et qui piétinent l'individu au nom d'intérêts sordides. Voilà.